Donc je suis Alain Piolot, je travaille à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Je ne suis pas dermatologue, j'ai en charge sur l'hôpital Henri Mondor les soins palliatifs. Et en soins palliatifs, donc vous n'êtes pas concerné, hein, en soins palliatifs, la plupart des malades sont douloureux. Et donc j'ai développé en parallèle à mon activité de soins palliatifs une activité douleur, je dirais, pure et dure. Je vous ai donné ici mon adresse mail si vous vouliez me contacter. Lorsque on m'a demandé de faire cette conférence, le titre m'a un petit peu interpellé, puisque le titre était le traitement de la douleur. Il y avait un mot qui me gênait dans ce titre, c'était la. Si nous tous, là, tout à l'heure, on se coince le doigt dans la porte en sortant de cette salle, a priori, on va tous avoir la même douleur, et encore, on va tous avoir la même douleur. C'est une douleur aiguë, c'est le doigt dans une porte. A priori, on va avoir tous la même douleur. Par contre, dans les maladies chroniques, telles que la neurofibromatose, chaque malade est unique et aucun malade ne va ressembler à son voisin en termes de douleur. Les douleurs sont en effet multiples. Multiples dans leur siège, mais également dans leur présentation. Et on va voir qu'en fait, avant d'attaquer le traitement de la douleur, on va voir quelques notions importantes sur les différents types de douleurs que l'on peut rencontrer. Donc le plan que j'ai choisi, c'est une petite définition. Qu'est-ce que la douleur ? Des petits mots de physiologie, mais très succinct. Pourquoi les aborder ? Parce que vous verrez que la douleur est en fait un phénomène complexe et puis nos moyens thérapeutiques interviennent de façon parfois assez complexe en utilisant plusieurs voies neurologiques. On va parler un petit peu de fréquence de la maladie douloureuse lors des neurofibromatoses et puis on va attaquer ensuite le traitement antalgique. Alors, la douleur a une définition internationale d'une société internationale de la douleur qui nous dit que la douleur est une expérience sensorielle. Donc sensorielle, c'est un sens, c'est au même titre que le salé, le sucré, le chaud, le froid. Et émotionnel. Alors là, c'est un petit peu différent du chaud, du froid, du salé ou du sucré. C'est-à-dire que c'est une perception qui va bien au-delà du sens de la douleur, puisque cette perception va s'accompagner de modifications émotionnelles. Et notamment dans le cadre de douleurs chroniques. Si on se pince le doigt dans la porte, bon, on va avoir mal, mais ça ne va pas trop nous bouleverser notre vie. Par contre, dans le cadre de douleurs chroniques, intenses, rebelles éventuellement, il va y avoir un bouleversement de la vie, hein, on peut le dire, hein, de la vie quotidienne, et donc il va y avoir des retentissements émotionnels, cognitifs, de façon franche. Donc, une douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle. Donc en fait, dans cette définition, il est bien précisé que la lésion tissulaire n'est pas obligatoire. Effectivement, on peut avoir des douleurs sans lésion tissulaire, ou décrites en termes d'une telle lésion. Lorsqu'on a une douleur aiguë, aiguë, ponctuelle, on se tape, on se cogne, on reste dans le phénomène sensoriel, on a mal, point. Dans les douleurs chroniques, au contraire, la douleur prend une dimension beaucoup plus grande, au-delà du sens du côté désagréable de la douleur.
Et il y a 4 dimensions que je voudrais vous citer. Premièrement, la composante sensoridiscriminative. Donc ça, cette composante de la douleur, je dirais, c'est la plus simple. Nous sommes, nous tous, capables de dire que l'on a mal, de dire quelle est l'intensité de la douleur, de décrire la douleur, ça pique, ça brûle, ça tord, ça serre, de localiser la douleur. Hein, ça, c'est cette composante sensoridiscriminative. C'est, je dirais, la composante de base commune à toutes les douleurs physiques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la composante affectivo-émotionnelle, où là, vous voyez qu'on dépasse un petit peu l'appréciation, le sens de la douleur, le côté désagréable. Effectivement, les douleurs chroniques, surtout les douleurs chroniques, intenses ou pas, vont retentir sur la démarche affective ou émotionnelle du malade dans sa vie quotidienne. Et autant si on se fait piquer par un moustique, on ne va pas avoir trop d'angoisse, sauf si on est dans des pays où les moustiques transmettent de maladies, mais on ne va pas être très angoissé, on ne va pas avoir de crainte, on ne va pas avoir des insomnies, on va pas. Autant dans les douleurs chroniques, le fait de la répétition de ces douleurs ou de la permanence de ces douleurs, nous allons constater, chacun d'entre nous, un retentissement sur le caractère émotionnel de notre quotidien. Et dans le cadre de maladies chroniques, notamment la neurofibromatose, il n'est pas question de traiter une douleur sans évaluer ce retentissement affectivo-émotionnel de la douleur. C'est-à-dire, on ne va pas simplement traiter la douleur, là j'ai mal, mais on va également rechercher une souffrance morale, une anxiété, une angoisse, au pire une dépression. Il y a ce qu'on appelle également la composante cognitive de la douleur. Alors la composante cognitive de la douleur, la cognitive, c'est donc les fonctions supérieures. Ça va être le sens que l'on va donner à la douleur, le sens que l'on va donner au phénomène douloureux, chronique et souvent intense. Cette composante cognitive est responsable de entre guillemets, de troubles de comportement, c'est-à-dire par exemple de troubles de l'attention, de fatigue, d'asthénie, de troubles de l'élan vital, et donc est également à prendre en compte dans la prise en charge de la douleur. J'ai oublié de signaler à ce propos, Bischer a étudié il y a quelques années, c'est une longue étude, une étude ancienne, le comportement d'hommes qui avaient été blessés soit par des blessures militaires, soit par des blessures civiles. Donc il a regardé 2 groupes d'hommes blessés, soit militaires, donc blessés au combat, soit civils. Et il a mis en évidence que les militaires, pour les mêmes blessures, la même fracture du col, du fémur par exemple, la même éclatement de bras que le blessé civil dans un accident de voiture par exemple. Donc il a mis en évidence que les militaires prenaient moins d'antalgiques. Pour les mêmes blessures, c'est la même fracture, c'est le même traumatisme, je sais pas, thoracique, c'est le même arrachement d'un membre. Donc c'est la même blessure, mais les militaires prenaient moins d'antalgiques. Alors on pourrait se dire, c'est parce que les militaires, c'est des gars qui sont durs à la douleur. En fait, non, pas du tout. La même blessure a une signification complètement différente suivant le contexte. C'est-à-dire qu'une blessure grave chez un militaire, ça va être, entre guillemets, une délivrance.
C'est-à-dire, le militaire va être extrait du combat, il va rentrer chez lui, ça va être la fin. La même blessure grave en civil, ça ne va pas être une délivrance, ça va être le début des pépins, entre guillemets. C'est-à-dire le malade risque de perdre son emploi, risque d'être au chômage, et de se retrouver finalement dans une situation de handicap. Et il a été démontré une corrélation donc entre le bénéfice ou le risque de la blessure et l'intensité de la douleur. C'est-à-dire que le militaire, lui, c'était une délivrance et que finalement, globalement, je schématise, mais il avait moins mal pour la même blessure parce qu'il avait un bénéfice ultérieur. Alors que l'accidenté de la route, non seulement il avait la fracture, il avait mal, mais en plus, il craignait autre chose. Et donc, c'est cette implication douleur physique et comportement ou attitude cognitive qui va influencer sur la prise médicamenteuse. Donc vous voyez la complexité des phénomènes. En fait, ensuite, il y a ce qu'on appelle la composante comportementale des douleurs. C'est-à-dire qu'une même douleur va entraîner des comportements différents suivant les malades, en termes de position antalgique, en termes d'isolement social par exemple. Donc vous voyez ces 4 composantes de la douleur, outre la douleur vraiment physique, sont particulièrement présentes lors des maladies chroniques, et notamment dans le cadre des neurofibromatoses. Donc vous voyez la complexité de la prise en charge d'une douleur, et là encore je souligne la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire. Ça sera un de mes messages importants. On ne peut pas parler de traitement de la douleur sans préciser quelques points fondamentaux. Il existe 2 types principaux de douleurs, 2 origines. Il y a ce qu'on appelle les douleurs via des récepteurs à la douleur. Nous avons des récepteurs à la douleur, c'est-à-dire c'est des récepteurs qui se trouvent sous la peau, dans les viscères, dans les organes. Et donc, lorsqu'ils sont stimulés, ça va envoyer une information douloureuse, comme il y a des récepteurs au chaud, au froid, au sucre, au salé. Donc, ce sont des douleurs liées à l'excitation de ces récepteurs. Quand on se cogne, on excite un récepteur. Lorsqu'on se coupe, on excite un récepteur. D'accord ? Dans la population générale, ce sont les douleurs les plus fréquentes. On a 80-90% des malades douloureux ont ce type de douleur. L'autre type de douleur, ce sont des douleurs liées à des lésions nerveuses. Lésions nerveuses, et quel que soit le siège de la lésion nerveuse, que ce soit un petit nerf du doigt ou une lésion au niveau d'un hémisphère cérébral, quelle que soit la lésion nerveuse, il peut y avoir la genèse de douleur, et là de type nerveuse. Alors ces lésions nerveuses, elles sont particulièrement fréquentes dans le cadre de neurofibromatose. Elles sont faciles à reconnaître, ce sont des douleurs en général qui ont un territoire neurologique, c'est décrit comme des brûlures, comme avec des décharges électriques, des picotements, des fourmis. La peau peut être sensible au simple toucher. Voilà typiquement les douleurs nerveuses. Et puis il y a un 3e type de douleur, ce qu'on appelle les douleurs psychogènes. Alors il y a d'autres types, mais je vous cite les principaux. Donc douleurs psychogènes, ce sont des douleurs sans cause évidente, sans obligatoirement anomalie anatomique ou lésionnelle, et qui s'intègrent dans une richesse sémiologique de type insomnie, syndrome dépressif, stress. Donc ce sont de véritables douleurs, c'est pas des fausses douleurs, ce sont des véritables douleurs, mais nous ne trouvons pas de lésions spécifiques. Et alors en médecine, finalement, il y a cette notion de douleur globale. La douleur globale, c'est une douleur alors que les médecins ne connaissent pas trop.
Par contre, le personnel non médical connaît bien ça parce que c'était enseigné dans les... Mais en médecine, on ne nous apprenait pas trop ça. La douleur, pour nous, un médecin, la douleur, c'est une douleur physique, point. En fait, vous avez vu, on va bien au-delà de la douleur physique. Donc la douleur globale, c'est cette notion de douleur physique, la véritable douleur connue de nous tous, mais également cette douleur globale s'inscrit, et notamment dans le cadre de maladies chroniques et neurologiques, s'inscrit avec une souffrance morale, bien souvent associée, une douleur, ce qu'on appelle spirituelle, donc pas obligatoirement liée à la religion, mais simplement à... Ces phénomènes douloureux chroniques vont peut-être inciter les malades à se dire pourquoi je vis, quel est le sens de vivre. C'est cette notion de douleur spirituelle. Et puis une douleur sociale ou culturelle, je vais aller vite, mais les douleurs peuvent s'accompagner d'un isolement social qui va entraîner un cercle vicieux sur la douleur, terrible. Isolement social ou isolement familial, par exemple, dans la société. Un petit mot de physiologie. Vous savez que la glycémie, par exemple, on a une glycémie constante parce qu'il y a une hormone qui fait baisser le glucose. Et puis, il y a plusieurs hormones qui font augmenter le glucose. Et que finalement, c'est un équilibre. Et finalement, on a une glycémie qui est autour d'1 gramme. Eh bien, en douleur, il y a exactement le même système. Certes, on a mal, mais sachez qu'il existe des contrôles, des modulations de la douleur, des contrôles physiologiques qui vont aller contre la douleur. Alors, évidemment, quand on a mal, il y a un déséquilibre. Évidemment. Et il est vrai qu'au niveau de ce contrôle douleur, le contrôle est plutôt en défaveur. C'est-à-dire on a plus souvent mal après une stimulation douloureuse. Sachez, alors, quelques contrôles que je vais vous citer, ce qui sera important pour un peu plus tard. Vous avez au niveau de la peau des récepteurs qui vont vous dire que vous avez un contact, vous êtes en contact avec la table, avec une personne. Donc il y a cette information. Lorsque vous vous frottez la peau, vous percevez que vous vous frottez la peau. Donc il y a et c'est indépendant des douleurs. Ces fibres-là, les fibres, donc les cellules nerveuses qui transmettent l'information tactile, comme quoi je touche la table, comme quoi je me frotte la cuisse, ces fibres nerveuses vont inhiber la transmission d'informations douloureuses au niveau de la moelle épinière. Donc les fibres tactiles vont inhiber la transmission d'informations douloureuses au niveau de la moelle épinière. Alors peut-être que vous l'avez déjà remarqué ou dans votre entourage, si par exemple vous avez ce qu'on appelle une cruralgie. Une cruralgie, c'est une douleur à la face antérieure de la cuisse. Il y a des malades qui ont remarqué que lorsqu'ils se frottaient la cuisse bien fort, la douleur disparaissait. D'accord ? Eh bien, ça passe par ce phénomène. Et on verra tout à l'heure, il y a des techniques qui utilisent ce contrôle. Et puis, vous avez des contrôles, ce qu'on appelle descendants. Alors, descendants parce que ça part du crâne, de l'encéphale ou du tronc cérébral. Et donc, c'est des fibres qui partent de l'encéphale et qui passent dans la moelle épinière et qui vont inhiber la transmission d'informations douloureuses qui, elles, montent. D'accord ? Et puis, il y a ce qu'on appelle les contrôles inhibiteurs diffus. Peut-être avez-vous remarqué, lorsque vous avez une douleur chronique, et que tout d'un coup, vous avez une douleur aiguë qui se surajoute. Parce que tout d'un coup, vous coincez le doigt dans la porte de cet amphi, eh bien, vous avez une diminution de la douleur chronique. Voilà, alors qu'il y a... Donc la douleur aiguë va inhiber la douleur chronique. Voilà un autre contrôle. Alors il y a d'autres contrôles, les contrôles chimiques, évidemment.
Là, c'était des contrôles qui passaient plus par des voies nerveuses, mais vous avez des contrôles chimiques, tels que par exemple la morphine. Vous savez qu'on sécrète de la morphine, l'endomorphine. Et donc là, c'est un moyen d'inhiber la perception douloureuse, l'endomorphine. Et puis, il y a des contrôles, je dirais, complexes, d'où la complexe, c'est-à-dire là, c'est pas une molécule, c'est pas une fibre nerveuse, mais ce sont des contrôles liés aux structures impliquées dans les fonctions cognitives ou de l'émotion. Et tout à l'heure, je vous ai parlé que la douleur, c'était autre chose qu'un phénomène douloureux. Il y a de l'émotionnel, il y a du cognitif. Certaines thérapeutiques utilisent ce contrôle pour diminuer les douleurs physiques telles que la sophrologie, telles que l'hypnose par exemple. Alors quelle fréquence lors des neurofibromatoses une étude faite à Mondor en neurologie, puis avec Pierre Wolkenstein, avait montré qu'à peu près 10% des malades sont douloureux. 10%. Et ce qui est important, c'est que chez 7% des malades, c'est le maître symptôme. C'est-à-dire, c'est le truc qui pourrit la vie du malade. Donc 7%. Hein, c'est énorme. Hein, c'est le maître symptôme, c'est ce qui gêne le plus. Une étude plus récente, également faite à Mondor, montrait que parmi les malades douloureux, les 3/4 avaient une douleur neuropathique. 3/4. Ensuite, les autres douleurs, c'était des douleurs dites rhumatologiques. Et enfin, les céphalées. Voilà les 3 grands groupes de douleurs. Donc là, en fait, on a une inversion par rapport à la population générale où les douleurs neuropathiques, si vous prenez 100 personnes qui, je sais pas, qui vont faire leurs courses, parmi 100 personnes douloureuses, il y en aura uniquement 10 qui auront une douleur neuropathique, hein, à peu près. Alors les traitements médicamenteux ou non médicamenteux, ils sont très très nombreux. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreuses molécules, et puis aussi parce qu'il n'y a pas une douleur, mais je dirais des dizaines de douleurs pratiquement. Alors les antalgiques, sachez que les antalgiques sont nombreux, on va le voir assez rapidement. Les antalgiques, on va toujours préférer la voie orale, bien sûr, hein, c'est une grande règle, ou les voies transcutanées. Et les voies intraveineuses ou injectables vont être plutôt déléguées au second plan, simplement pour le confort du malade. Avant de parler des antalgiques, pour vous souligner la complexité parfois du choix de l'antalgique, je vais vous rapporter quelques éléments. Une grande idée, c'est qu'on choisit un antalgique en fonction de l'intensité de la douleur et non pas en fonction de la gravité de la maladie. Et notamment lorsque on prescrit des morphiniques, il y a l'idée dans le public qui traîne comme quoi vous me prescrivez des morphiniques parce que c'est grave. Parce que c'est vrai, il y a 20 ans, 30 ans, on prescrivait les morphiniques quand c'était grave. Voilà, les gens me disent, ah oui, mon grand-oncle, on lui a prescrit de la morphine, 48 heures après, il était mort. Non, mais on le dit fréquemment. Parce que c'est vrai, il y a 20 ans, 30 ans, c'était ça. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. Moi, je suis peut-être sous morphinique, vous ne le savez pas. Vous voyez, hein, c'est vraiment l'intensité de la douleur. C'est pas du tout, donc c'est pas du tout parce que c'est grave, mais c'est parce que c'est intense. Ça, il faut avoir cette idée-là. Parce que le traitement, c'est les mêmes molécules, mais les traitements ont changé. L'indication des traitements a changé. Alors, on va choisir un traitement suivant le type de la douleur. Les douleurs neuropathiques ne seront pas traitées de la même façon que les douleurs autres, type rhumatologique
ou les céphalées. On va choisir en fonction des pathologies associées. C'est-à-dire, on n'a pas un réflexe telle douleur égale telle molécule. C'est telle douleur égale telle molécule, mais en tenant compte du type de la douleur, des pathologies associées, d'autres paramètres, du désir de grossesse. Il y a certains médicaments antalgiques que l'on ne peut pas donner lorsqu'il y a un désir de grossesse, notamment en début de grossesse. En fonction de la vie sociale et professionnelle, ça va être un facteur. Vous avez certains médicaments qui vont avoir tendance à entraîner une somnolence, notamment en début de traitement ou lors des augmentations de posologie. Il faudra en tenir compte lors des traitements et éventuellement proposer un arrêt de travail quelques jours en début de traitement. En fonction également des troubles de l'attention constatés chez les jeunes ou chez les adolescents, la neurofibromatose peut être associée à des troubles de l'attention et donc faire attention lorsqu'on débute un traitement à ne pas aggraver ces troubles de l'attention ou au moins prévenir la famille et éventuellement que les enseignants soient prévenus. Et puis en fonction des autres traitements. Les traitements utilisés dans le cadre des douleurs non neuropathiques, donc je dirais un tiers des malades. Alors, l'OMS a classé donc l'Organisation mondiale de la santé a classé les antalgiques en fonction de 3 paliers. Ce sont 3 paliers de force croissante dans les antalgiques. Donc, je vais aller vite. C'est le paracétamol que vous connaissez tous ou Doliprane. Donc là, je vous rappelle, c'est le médicament le plus vendu en France en termes de boîte. Ce sont les anti-inflammatoires. Donc les anti-inflammatoires ont une action antalgique au niveau ce qu'on dit périphérique. C'est-à-dire ils vont diminuer l'excitation des récepteurs à la douleur. Alors le problème des anti-inflammatoires, c'est on n'aime pas trop donner des anti-inflammatoires au long cours pendant des mois ou des années, et surtout les dermatologues, parce que les anti-inflammatoires ont des effets secondaires. Peuvent avoir des effets secondaires dermatologiques, donc ils y sont plus sensibles. Donc par contre, ils peuvent être utiles lors de certaines poussées ou pendant quelques jours. Un autre médicament, c'est le Nefopam. Alors là, je suis un petit peu catalogue, mais si vous voulez, on pourra avoir des questions ensuite. Nefopam ou l'Acupan, c'est des médicaments que pas mal de malades peuvent avoir. Donc c'est un médicament qui est purement injectable, mais donc qui est assez prescrit à l'hôpital, mais que l'on peut boire. On peut casser l'ampoule et boire ce médicament, mais il n'y a pas de forme comprimée. Les traitements antalgiques de palier 2, donc plus forts, ce sont des morphiniques, mais ce sont des morphiniques faibles. Vous les connaissez, c'est la codéine, donc les phénylgalcodéinés, Codoliprane par exemple, et puis c'est le tramadol ou Topalgique par exemple, et puis il peut y avoir une association type Xprime. Et enfin, le troisième palier sont les morphiniques, je dirais, vrais, purs et durs. Donc c'est la morphine, l'oxycodone essentiellement. Les autres médicaments étant assez moins prescrits. Ce sont des antalgiques puissants, donc les morphiniques. Un effet secondaire constant, c'est la constipation. Donc en général, lorsqu'on prescrit des morphiniques, on rajoute un autre médicament type laxatif. Et c'est à prendre en compte parce que ça peut faire beaucoup de médicaments. Les antimigraineux, vous savez que la migraine est plus fréquente dans le cadre des neurofibromatoses, n'entrent pas dans la classification MS et je ne ferai que citer là. Alors, lorsqu'on prescrit des médicaments, et notamment dans le cadre de douleurs chroniques, il faut savoir que on est souvent confronté à une réticence des malades aux antalgiques. Mais c'est vraiment une chose réelle que je rencontre toutes les semaines. C'est-à-dire les malades acceptent de prendre des médicaments toute leur vie contre le diabète, contre le cholestérol, contre l'hypertension artérielle. Par contre, prendre des antalgiques toute la vie, ça passe pas. Donc à nous prescripteurs d'être convaincants. Manifestement, les malades, quelle que soit la pathologie de fond, ils hésitent à prendre toute la vie, un antalgique.
parce qu'ils ont des croyances, des préjugés. Concernant les douleurs neuropathiques, donc 80% des douleurs en cas de neurofibromatose. Alors on utilise 2 types de médicaments. Et vous voyez que ce ne sont pas les médicaments des douleurs par excès de stimulation des récepteurs. On utilise 2 types de médicaments, soit les antidépresseurs, soit les antiépileptiques. Ces médicaments ne vont pas agir sur les récepteurs de la douleur, donc, mais ils vont agir sur le métabolisme de la cellule nerveuse. Puisque là, l'implication des récepteurs à la douleur n'est pas présente. Donc voici une petite liste, peut-être en avez-vous déjà rencontré. Laroxyl, anafranil, tofranil, Deroxate, Cymbalta, comme antidépresseurs, et puis des antiépileptiques type Neurontin, Lyrica ou Tegretol dans les douleurs de la face plutôt. Aucun de ces médicaments n'agissent rapidement, c'est-à-dire qu'il faut compter 8-10 jours. Alors parfois ça agit dès le lendemain, mais le plus souvent c'est 8-10 jours. C'est pas comme le comprimé de Doliprane, je prends un comprimé de Doliprane, une demi-heure après j'ai plus mal à la tête. Là c'est 8-10 jours, 8-10 jours. Tous ont des effets secondaires communs, potentiels, pas obligatoirement fréquents, mais c'est de type somnolence, pseudo-vertige. Mais ça disparaît après quelques jours de traitement. C'est surtout en début d'initiation, en initiation de traitement. Dans le cadre de douleurs neuropathiques, on peut utiliser un morphinique faible, qu'on a vu tout à l'heure. C'est le tramadol. Les sociétés savantes nous le conseillent, mais en deuxième intention, après l'utilisation d'antidépresseurs ou neuroleptiques. Et puis on peut utiliser un morphinique, l'oxycodone plus particulièrement. Alors je l'ai écrit en tout petit. Parce que ça reste un traitement, alors peut-être pas d'exception, mais plus rare. C'est vraiment, on n'attaque pas les morphiniques forts d'emblée. D'autres médicaments à utilisation locale, toujours dans les douleurs neuropathiques, c'est le Versatis. Le Versatis, c'est peu importe le nom, mais sachez que c'est une compresse avec de la lidocaïne. La lidocaïne, c'est quoi? C'est un anesthésiant. C'est pas un antalgique. Ça anesthésie. Si vous êtes opéré d'un doigt aux urgences, on va anesthésier le doigt avec ce type de médicament, mais injectable. D'accord. Donc la lidocaïne, ça a une efficacité modeste. La seule indication reconnue par nos tutelles, c'est en fait les douleurs après zona. Et c'est vrai que dans le cadre des neurofibromatoses, on va au-delà de cette indication et de temps en temps on propose un patch de Versatis. Donc ce patch est utilisé lors de douleurs neuropathiques localisées. On ne va pas couvrir le malade de patch. Le Qutenza, c'est un médicament récent, il y a 3 ans. C'est la capsaïcine. Capsaïcine, c'est la molécule qui donne le piment, le goût pimenté au piment. C'est la capsaïcine. La capsaïcine, c'est un désensibilisant. C'est pas un anesthésiant, c'est pas un antalgique, c'est un désensibilisant. C'est-à-dire ça désensibilise à la perception de la douleur. Donc c'est une application locale au niveau de c'est une compresse, on va dire compresse imbibée de capsaïcine. C'est un médicament donc désensibilisant. En pratique, on met ce patch 30 à 60 minutes en regard de la zone douloureuse, 30 à 60 minutes. Et cette application a des effets émanant jusqu'à 2-3 mois. Donc le malade vient tous les 2 à 3 mois pour cette application. À Mondor, on pratique ce traitement. On a des effets mitigés. Chez certains malades, ça marche très bien. Chez d'autres, ça marche un peu moins bien, ou ça marche la première fois, et puis la deuxième fois, ça marche un peu moins bien. Donc la réponse est vraiment individuelle.
Là, je vous donne un catalogue, je suis désolé, il y a des indications précises, mais que je ne peux pas développer ici. La kétamine, alors la kétamine, c'est un produit un petit peu d'exception. Alors c'est un produit très courant, c'est un anesthésiant. Hein. Si vous êtes opéré, si je suis opéré demain, moi je vais recevoir de la kétamine au bloc. Donc c'est un anesthésiant que l'on utilise de façon rare dans le cadre de douleurs rebelles au traitement antalgique que je vous ai cité. Donc c'est vraiment en 3e ou 4e indication. En pratique, c'est une perfusion toutes les... Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que certains malades, c'est toutes les 2-3 semaines. Pour d'autres, c'est un petit peu plus long. Donc c'est une perfusion d'une journée, par exemple. Et l'effet antalgique va être immédiat et il va y avoir un effet retard pendant des semaines. Alors pourquoi ? Parce que la kétamine va stimuler les voies inhibitrices de la douleur. C'est les contrôles que je vous ai parlé. La kétamine va stimuler les voies inhibitrices de la douleur et pendant plusieurs jours ou semaines. Il y a ce qu'on appelle les blocs nerveux. Donc les blocs nerveux, en fait, on va interrompre la transmission douloureuse. Les blocs nerveux peuvent être périphériques, c'est-à-dire au niveau sous la peau, ou périmédulaire. Il y a un bloc nerveux que tout le monde connaît, c'est la péridurale par exemple. La péridurale est un bloc nerveux. Donc ce qu'on va chercher, c'est par l'injection de médicaments type morphinique, on va chercher à inhiber la transmission nerveuse, mais sans la transmission douloureuse, excusez-moi, sans inhiber la transmission motrice évidemment. Les neurostimulations, la neurostimulation, donc on va stimuler des structures nerveuses, et le but, en stimulant ces structures nerveuses, c'est d'inhiber la transmission douloureuse. Ce sont les contrôles, ce sont les modulations que je vous ai citées. Soit on stimule les voies inhibitrices descendantes, soit on stimule au niveau de la moelle. Et donc on va stimuler des fibres qui inhibent la transmission douloureuse. C'est le principe des neurostimulations. Donc la neurostimulation, elle peut être transcutanée. Donc ce sont des petites électrodes qu'on met sur la zone douloureuse et on va envoyer du courant de faible amplitude et à fréquence variable. Et ce courant, qui ne doit pas être douloureux évidemment, le malade va percevoir ce courant comme le frottement qu'il fait lui-même, il perçoit ce courant et ce courant va inhiber la transmission de phénomènes douloureux. La neurostimulation peut être médulaire, donc avec l'application là de plaques au niveau de la moelle, de plaques qui va envoyer des petits courants de faible amplitude et de fréquence voisine de 100 Hz, et donc ces courants vont inhiber la transmission douloureuse. Et puis la neurostimulation peut être corticale, c'est-à-dire là ce sont des électrodes qu'on met sur la surface du cerveau, donc c'est une intervention neurochirurgicale, électrodes qui sont reliées comme les autres mécanismes à un générateur, à une pile. La stimulation d'une zone corticale du cerveau, donc d'une zone superficielle, et d'ailleurs c'est même pas une zone sensitive, mais c'est une zone motrice qu'on stimule, va entraîner une inhibition plus bas de la transmission des phénomènes douloureux. Ensuite, il y a une autre façon de faire une neurostimulation. Là, c'est sans électrode, c'est une neurostimulation par champ magnétique. Et corticale, toujours au niveau. Cette neurostimulation est obtenue par l'application de champs magnétiques en dehors du crâne. Il n'y a pas d'intervention, c'est 2 bobines qui provoquent un champ magnétique et qui vont aller exciter la zone corticale qui elle-même va inhiber la transmission douloureuse. Alors les autres méthodes antalgiques, je vais aller vite également. Il y a les traitements médicamenteux spécifiques de la neurofibromatose.
les verolimus, on a des bons résultats simplement simplement, non, c'est pas une molécule simple, mais on a des résultats parfois extraordinaires avec ce médicament sur le contrôle des douleurs. Donc ça, c'est un traitement spécifique, c'est pas un traitement antalgique, mais c'est un traitement. Les chirurgies d'exérèse, bien sûr, un neurofibrome superficiel ou profond que l'on enlève, participe au contrôle de la douleur, cet acte chirurgical. Il peut s'agir également d'un acte chirurgical de décompression. Parfois, vous avez des tuméfactions qui compriment un organe creux. En enlevant cette tuméfaction, on va pouvoir diminuer les douleurs. Bon. Vous avez les méthodes de rééducation fonctionnelle. Alors peut-être pas dans les périodes très très douloureuses, mais la rééducation, la mise en place de corsets par exemple, ou de talonnettes dans le cadre des troubles de la stabilité du rachis, ça fait partie des traitements antalgiques bien sûr. Le soutien psychologique, il est fondamental. Vous avez vu que la douleur, c'est pas uniquement la douleur aiguë et la perception de ce phénomène désagréable, c'est également tout cet environnement cognitif, comportemental, émotionnel, d'où l'intérêt d'une prise en charge psychologique. C'est important dans ces douleurs chroniques. Parmi d'autres techniques, c'est la sophrologie, c'est la relaxation, l'hypnose, où on va dévier l'esprit du malade, très schématiquement, sur des points plutôt positifs. En conclusion, je voudrais souligner ici que la douleur dans le cadre de la neurofibromatoseuse, en fait, c'est pas la douleur, mais c'est les douleurs, que chaque malade est vraiment différent par rapport au malade, par rapport au malade voisin, au malade précédent, au malade suivant. C'est vraiment différent parce qu'il y a de très nombreuses douleurs physiques, morales, sociales. Et la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire. Il est évident que plus on entre dans alors une prise en charge multidisciplinaire quotidienne, mais il est évident qu'il y a des indications, par exemple des stimulations corticales. C'est pas un médecin, c'est pas une infirmière qui décide, mais c'est une prise en charge vraiment toute une équipe avec éventuellement des anesthésistes, des neurochirurgiens, des dermatologues, des médecins qui prennent en charge la douleur. C'est cette notion de pluridisciplinarité.